Hello, bienvenue dans ce Chili Chat numéro 3. Alors j'ai plein de trucs à vous dire, donc on y va tout de suite. On va commencer tout de suite avec un animé que je pense beaucoup d'entre vous ont suivi, c'est la saison 3 de Demon Slayer. Alors je vais pas vous spoiler, je vais dire que des trucs un peu flous parce que ça serait quand même dommage de vous spoiler. Mais je trouve que on perd pas mal en fait de ce qui faisait la force de Demon Slayer au tout début. Alors perso, j'ai pas lu les mangas, du coup je sais pas si ça suit bien ou pas le manga, etc. Et évitez de spoiler dans les commentaires du coup. Mais je trouve qu'on perd beaucoup l'empathie qu'on avait pour les antagonistes. Je pense par exemple dans la saison 1 à tout l'arc avec les araignées, la famille araignée dans la forêt, où on a vraiment des backstories qui sont données aux spectateurs pour comprendre pourquoi ils agissent comme ça, etc. Je pense aussi beaucoup à la maman araignée à qui Tanjiro apporte une mort bien heureuse et c'est super touchant, cette scène elle est magnifique et je retrouve pas, mais pas du tout ça dans la saison 3, là, dans l'arc des forgerons. Les antagonistes ils ont un chara-design intéressant, ils ont des pouvoirs intéressants, mais bon, on perd beaucoup, je trouve, de l'émotionnel qu'il y avait dans la saison 1, donc ça, c'était vachement dommage. Il n'y a pas besoin de mettre des flashbacks de 10 minutes entières sur chaque antagoniste. Des fois, il y a juste quelques phrases bien placées, un tout petit flashback de 30 secondes, 1 minute, même pas, et ça fait tout de suite, ça enrichit le propos, et ça fait qu'on ressent beaucoup plus d'empathie pour l'antagoniste. En plus, Tanjiro lui-même et a beaucoup d'empathie normalement pour les antagonistes. Et là, j'ai vraiment pas retrouvé ça du tout. Donc aussi, la saison était beaucoup vendue autour de Mitsuri et de l'autre pilier, je sais plus comment il s'appelle. Et donc moi, je connaissais pas, j'ai pas lu les mangas encore une fois, donc je connaissais pas sa backstory. Et c'est pas super intéressant. Oui, sa backstory, c'est pas la plus fournie de tout le lore de Demon Slayer, mais je trouve qu'elle méritait quand même mieux. Dans les combats, on l'a pas beaucoup vu en fait dans la saison. La saison est super courte, il y a 11 épisodes. Et c'était un peu vendu autour d'elle, je trouve. C'était vraiment, on va découvrir ce personnage au chara-design super intéressant, on la connaît pas bien et tout. Et en fait, j'ai juste été déçue de voir à quel point c'était moins bien que la saison 1 et que même le film, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'étais un peu assez mitigée sur cette saison 3, même vraiment franchement déçue. Donc on va voir comment la suite se poursuit, mais dommage. J'enchaîne avec un film dont j'avais beaucoup entendu parler, et en bien, c'est Le Chapeauté 2. Alors, j'avais vu le 1 quand il était sorti au cinéma, et j'étais toute petite, je me souviens plus du tout. Je sais juste qu'il y avait une histoire bizarre d'œuf qui tombe avec un muret, c'était super flou. Mais du coup, il n'y a pas besoin d'avoir vu le 1 pour voir le 2, et franchement, il mérite vraiment tout le bien que j'en ai entendu sur les réseaux et de bouche à oreille aussi. Moi, je trouve déjà le pitch de base incroyable. C'est l'histoire du chapeauté qui... vous savez, on dit que les chats, ils ont 9 vies. Et bah lui, il en est à sa dernière vie, en fait. Il a perdu 8 vies, il a pas fait attention, et il en est à sa 9e vie, et il a vraiment du mal à accepter que c'est sa dernière vie, et que pour lui... c'est vraiment... le chapeauté, c'est vraiment une légende, et il peut pas mourir, et il y a vraiment tout un propos là-dessus, et c'est super bien fait. Franchement, c'est à conseiller à tout le monde. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi touchant, notamment avec, je vais pas spoiler, mais avec le chien de thérapie qui les accompagne dans leur aventure. C'est très profond comme propos, ça parle de plein de trucs, le dessin animé est magnifique. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça, et je suis super surprise en bien. Et par contre, moi, je l'ai regardé en VF, parce que les dessins animés, je les regarde en VF. J'ai trouvé ça dommage, le choix du casting pour le loup, qui est vraiment le grand méchant de l'histoire. C'est vraiment la mort personnifiée. Et en VF, je trouve que ça marche pas très bien. C'est un rappeur et un acteur qui s'appelle Doudou Masta, qui a fait la voix du loup. Et je vais vous faire un comparatif VO-VF. Je trouve qu'on perd complètement toute la malice et la dangerosité du loup en VO. Et il y a même
un sourire des fois. Enfin, il y a vraiment un côté où on sent que Doudou Masta, il s'amuse à faire ce rôle, mais ça marche pas bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je vous fais le comparatif là vite fait. Oh, mais que je l'aime, cette odeur de la peur! Qu'est-ce qui t'arrive? Tes vies défilent devant tes yeux. Reprends-la. J'ai dit reprends. I just love the smell of fear. What's the matter? Lives flashing before your eyes? Pick it up. Pick it up. D'ailleurs, petite anecdote, Doudou Masta, c'est aussi la voix de Moto Moto dans Madagascar. T'as la tchatch qui va avec le gabarit. Et sinon, il y a aussi la voix de Boucle d'Or, que je trouve qu'elle est pas très bien avec le perso. Alors, elle a un côté street dans son jeu, qui, je pense, que n'a pas l'actrice dans sa personnalité de base. Et en VO, elle a aussi ce côté street. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis un côté street à Boucle d'Or, mais bon, ils ont suivi la VO, ils ont adapté en VF et ils ont gardé ce côté-là du personnage. Mais je trouve que ça fait surfait, ça fait surjouer un peu. Et je trouve ça dommage. À chaque fois que je l'entendais parler, je me disais dommage qu'il y ait ce côté-là en plus. Mais à part ça, le reste du casting est excellent, hein. Ils jouent tous extrêmement bien. Kitty, le chapeauté, le petit chien, tout le monde joue trop bien. La VF est excellente, à part ces deux-là, désolée. Mais en tout cas, je trouve. Mais voilà, franchement, j'avais oublié que c'était dans l'univers de Shrek. Et du coup, j'avais oublié qu'il y avait tous ces trucs de contes de partout. Alors, les contes, on les connaît pas forcément. En tout cas, moi, il y en a où j'ai pas la référence. Mais j'avais complètement oublié que ça pétait de partout de références, à 50 000 contes. Même, je suis sûre qu'on met en pause dans un décor, on voit plein d'autres références à plein de trucs. J'avais oublié ça, mais du coup, c'était très sympa à redécouvrir. Et non, franchement, c'est vraiment à conseiller à tout le monde. Il y a trop de trucs trop bien dedans. Le rythme est parfait. Le dessin animé dure pas très longtemps. Je me demande si c'est pas 1h40. Et en 1h40, c'est pas du tout speedé. J'ai vu aussi, petit aparté, Mario le film. Et il faisait 1h30. Et là, par contre, dans Mario le film, j'ai trouvé que le rythme était tellement soutenu, où vraiment il rush, il faut vite. Il y a une séquence émotion, hop, on coupe, hop, on arrive à la séquence d'action, et hop, on coupe, on fait. C'était super rushé, alors que pour le même temps, le chapeauté, il dit des trucs beaucoup plus profonds et qui sont pas. Le rythme est posé, quoi. C'est tranquille. Quand il faut que ça soit une séquence émotion, c'est posé. Ça laisse bien plusieurs secondes en suspens, le temps qu'on digère l'information et tout. Quand c'est une séquence d'action, c'est bien rythmé aussi. Enfin, vraiment, le film n'est pas sur une course, quoi. Alors que j'ai trouvé pour Mario, le film, c'était une course perpétuelle pour vraiment faire rentrer dans les 1 minute 30. Et je trouve ça trop dommage. Pour Mario, et super bien pour le chapeauté du coup. Et après, Mario le film, c'est vraiment le studio... comment il s'appelle le studio? Illumination. C'est le studio Illumination, et souvent, à part peut-être Moi Moche et Méchant 1, mais souvent je trouve que leur rythme est très 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 soutenu. J'ai vraiment l'impression qu'on me gigote des clés devant les yeux toutes les 2 secondes pour que je m'endorme pas, et ça m'énerve et je décroche du truc en fait très vite. Et ce qu'il n'y avait pas pour le chapeauté. Donc voilà, si vous savez pas quoi regarder, franchement, si vous voulez juste passer du bon temps, franchement, le chapeauté 2, allez-y, c'est trop beau. En plus, j'aime beaucoup, je sais pas comment décrire ça en termes de graphisme, mais j'aime beaucoup cette patte graphique, on dirait un mélange de 2D, 3D, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur les textures, un peu comme Spider-Man, Arcane. C'est une nouvelle patte graphique, je trouve qu'on retrouve de plus en plus, et je trouve ça super rafraîchissant. Et j'étais très contente de la retrouver dans le chapeauté 2 du coup. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés. Il y a pas longtemps, j'ai montré à mes amis le film La La Land. Et si je devais choisir quel est mon film préféré de tous les temps,
ça serait La La Land parce que tout est trop bien dans ce film. Déjà l'intrigue, je vais pas vous en dire beaucoup, mais c'est l'histoire de Mia, qui est une jeune actrice en devenir qui galère un peu justement pour essayer de réaliser son rêve de devenir actrice. Et elle enchaîne, elle jongle entre les castings et son petit boulot alimentaire. Et elle va rencontrer Sébastien, qui lui galère aussi, il veut être gérant de son propre bar de jazz. Et en fait, c'est l'histoire va suivre comment ces deux-là vont essayer de s'en sortir pour réaliser leurs rêves. Et je vous en dis pas plus du tout, mais c'est magnifique. C'est un film magnifique. Déjà, personnellement, il me parle beaucoup forcément parce que c'est l'histoire d'une actrice qui essaye de réaliser son rêve, mais plus largement, juste parce que c'est des personnes qui essayent de réaliser leurs rêves. Et non, c'est magnifique. Les musiques sont magnifiques, les couleurs sont splendides. C'est une comédie musicale, mais c'est surtout un hommage aux différentes comédies musicales, parce qu'en soi, pour une comédie musicale, il n'y a pas tant de musique que ça. Les musiques sont incroyables, elles sont magnifiques, les danses, les chorégraphies, tout est trop bien. C'est franchement plongé dans ce film les yeux fermés, parce que là, tout vaut le coup en fait, même si vous aimez pas trop les comédies musicales, vraiment c'est un film splendide. Il m'a fait plonger dans la filmographie de Damien Chazelle, du coup, qui est le réalisateur du film. Ah bah je l'ai là en plus. Et j'ai oublié de le prendre, il est là, voyez-le. Ça m'a fait plonger du coup dans la filmographie de Damien Chazelle. Et donc j'ai vu Whiplash, son premier film je crois, et First Man, le film qu'il a fait après La La Land. Il faut que je vois Babylone, qui est son dernier film qui est sorti, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Et ces films sont incroyables. C'est un de mes réalisateurs préférés. Et vraiment, non, si vous n'avez pas vu La La Land, allez voir La La Land. Tout vaut le coup. Je vous dis rien sur l'intrigue, mais c'est pas du tout bateau, c'est pas du tout... c'est magnifique, vraiment. Allez-y, vous voyez, je sais pas comment vous dire autrement que... Allez voir ce film, vraiment. On va maintenant passer aux jeux vidéo, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de Chili Chat, et depuis, j'ai fait pas mal de jeux. Le premier, c'est Tunic. Alors déjà, c'est vraiment une œuvre d'art, hein, Tunic. C'est un Zelda-like comme type de jeu, et vous allez incarner un petit renard qui se réveille sur une île et qui va devoir réunir 3 pierres. Je vous dis pas pourquoi. C'est un jeu super énigmatique. Ça ressemble un peu à Death Door dont j'avais parlé dans un Chili Chat précédent, mais ouais, en plus énigmatique, notamment parce qu'au fur et à mesure de votre aventure, vous allez récolter des pages d'un petit livret. Je me suis amusée à vraiment récolter toutes les pages. Vous allez récolter les pages d'un petit livret, et en fait, dessus, il y a... L'écriture est pas lisible, en fait. C'est une écriture inventée, que nous, on peut pas lire. Et en fait, du coup, ça devient vraiment une énigme en soi de comprendre ce que le livret veut nous dire, et les informations qu'il y a dessus, en fait, pour avancer au fur et à mesure dans la quête. Et c'est trop bien. C'est vraiment... D'habitude, j'aime pas trop les jeux à énigmes. J'arrive pas. J'aime pas ça. Et là, c'était incroyable. Il y a sur la carte, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir la carte à chaque fois. Tellement elle est riche, tellement elle est bien agencée. C'est vraiment un bijou de level design, Tunic. C'est incroyable. C'est dur à expliquer si vous y jouez pas et si vous en faites pas l'expérience, mais c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Qui m'a fait vraiment retomber en enfance un peu, parce que vous arrivez et vous connaissez rien aux règles de ce monde-là. Vous vous doutez que si vous avez une épée, c'est pour battre des monstres, mais il y a vraiment un mystère qui est très épais au début, et au fur et à mesure que vous arrivez à désépaissir et à comprendre et à percer à jour au fur et à mesure,
Et j'ai vraiment eu l'impression en fait de résoudre un puzzle. En plus, c'est un tout petit jeu. Il fait 10-12 heures. Donc perso, c'est parfait. J'arrive pas à... Enfin, vraiment, ma limite de jeu, c'est vraiment 30 heures. Et c'est déjà beaucoup. D'habitude, je préfère vraiment les jeux de 10-15 heures. Sinon, je passe à autre chose. Souvent, j'ai l'impression que le jeu, il m'a tout montré, tout ce qu'il avait à me montrer après 15 heures, et juste je m'ennuie, et juste c'est un peu pénible de finir le jeu, et c'est tout. Et j'essaye de le finir pour le finir, mais là, non, c'était parfait. La durée de vie, nickel en plus. C'était très bien. J'ai beaucoup galéré sur le dernier boss. Mais voilà, non, très 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 bien. L'ambiance du jeu est géniale aussi. J'ai beaucoup aimé les musiques, et je pense que c'est un des trucs qui va me rester en mémoire. C'est vraiment les musiques, le sentiment de découverte qui s'en dégage, et vraiment le livret aussi qui a une place très importante dans le jeu. Et c'est super satisfaisant au fur et à mesure de trouver les pages, de comprendre ce qu'il y a dessus, et je trouve que c'est une mécanique super intéressante et très bien pensée. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés sur Tunic, c'est vraiment trop bien. J'ai joué à un autre jeu aussi pendant les vacances, donc les grandes vacances. C'était It Takes Two avec mon copain. On voulait le faire depuis pas mal de temps. Et en fait, le résumé, c'est qu'il y a deux parents qui sont sur le point de divorcer. Et en fait, leur petite fille est triste, et avec une série d'événements, elle va les faire se transformer en petites poupées. Et ils vont devoir en fait collaborer ensemble et coopérer pour retrouver leur humanité et peut-être leur amour, on ne sait pas. Le jeu brille par son gameplay qui répond totalement au propos. En fait, c'est que le propos du coup, c'est qu'il faut que les deux parents ils communiquent et ils collaborent ensemble pour atteindre un but. Et les deux joueurs, le jeu peut vraiment se faire que à deux. Et d'ailleurs, il y a un Friends Pass sur Steam pour pas avoir à acheter forcément le jeu deux fois. Et donc, du coup, les joueurs aussi vont devoir coopérer pour avancer dans les épreuves. Et le gameplay est incroyable. Ça change tout le temps. Il y a pas... on pourrait faire limite un jeu entier sur chaque niveau, tellement les mécaniques sont bien. Et eux, non, ils font tout dans un seul jeu. Ils font plein de mécaniques différentes. Vous avez vraiment pas le temps de vous ennuyer. Et voilà, j'ai un petit défaut, juste tout petit. J'ai trouvé que la fin était un peu précipitée. Apparemment, ils auraient peut-être enlevé un niveau, et par manque de temps, du coup, ils l'auraient pas mis. À la base, il y avait un niveau de prévu à la fin, je crois, à vérifier comme info. Et ouais, ça se finit un peu abruptement, mais sinon, l'histoire est simple, mais super touchante, ça marche trop bien, c'est un super jeu à faire à deux. Ils ont ajouté une VF 2 ans après la sortie du jeu, et la VF est super bien faite, tout le monde joue très très bien. Si vous avez un parent, un frère, une sœur, un ami, un amoureux, vous le prenez et vous le kidnappez, et vous faites It Takes Two tous les deux, parce que c'est trop dommage de pas jouer à ce jeu. Donc voilà, non, franchement, c'était un super jeu, trop bien à faire pendant les vacances. Si vous avez une petite semaine devant vous, let's go, voilà. Un autre jeu que j'ai terminé il y a pas longtemps, c'est The Wolf Among Us. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est l'histoire du grand méchant loup qui est shérif de la ville de Fabletown. Il va devoir résoudre une série de meurtres pour essayer de faire régner la paix dans sa ville. C'est adapté, je savais pas, d'une série de comics qui a plus d'une vingtaine de tomes et qui s'appelle Fable. Du coup, c'est une réécriture des contes de fées qu'on connaît beaucoup. Hein. Il y a Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Le Grand Méchant Loup, etc. Et d'autres que je connais pas aussi. Et le jeu est intégralement en anglais, mais par contre, si vous mettez les sous-titres, c'est pas très dur à comprendre. C'est un jeu où vos choix vont être importants pour la suite. C'est presque du point and click, donc ça m'a un peu déstabilisée au début. J'ai eu du mal à accrocher, justement parce qu'on a peu d'actions à faire. En fait, c'est vraiment très 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 narratif. C'est vous allez bouger votre personnage. Il y a quand même quelques scènes de bagarre et d'action, mais sinon c'est beaucoup vous appuyez sur telle ou telle parole à dire, et vous bougez un peu dans l'espace, et puis voilà. Et donc ça m'a un peu déstabilisée, mais au final, je me suis vraiment laissée prendre par l'intrigue. En plus, elle
Et c'est assez court comme jeu, c'est divisé en 5 chapitres, ça fait vraiment à peine une dizaine d'heures, donc parfait pour moi, encore une fois. Et non, franchement, c'était très sympa. L'ambiance est un énorme point fort du jeu. C'est vraiment ce qui va me rester à la fin en mémoire. J'aime beaucoup les musiques qu'il y a dedans, le sentiment, la DA des personnages avec ces gros traits noirs qui les entourent pour rappeler les comics justement. Et du coup, cette DA vieillit pas beaucoup parce que le jeu commence à dater un chouïa et la DA vieillit pas vraiment. Donc tant mieux. Si vous voulez un petit jeu narratif comme ça à faire rapidement, c'est le jeu parfait. On va passer maintenant à la catégorie livres et déjà pour commencer, j'ai lu le roman graphique Mon ami Pierrot et j'ai trouvé qu'il était très beau déjà rien que de par ses illustrations. C'est l'histoire d'une jeune fille, dès le début on sait que ça va pas marcher. Dès la première page, on sait que l'histoire d'amour principale ne va pas bien marcher. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un mec un peu bizarre, mais un peu attirant aussi, qui en fait s'avère être un sorcier. Ou un magicien, peu importe. Mais voilà, ça traite de la toxicité dans les relations amoureuses. L'auteur le dit même lui-même au tout début du roman graphique. Et déjà, je trouve que les 2 phrases qu'il y a sur la 4e de couverture sont terribles. C'est je l'aimais vraiment, j'aurais voulu que les choses se passent autrement. Cette phrase est terrible. J'aurais voulu que les choses se passent autrement. Je trouve ça terrible dans la vie de tous les jours. Ça traite les thèmes de la liberté, de l'importance de faire ses propres choix, de l'importance des mots, etc. Et je m'attendais pas du tout à comment les événements tournent. Ça devient même un peu gore à un moment donné. Et pour ça, j'ai été super surprise. J'aime pas trop comment l'histoire se termine. Je pense qu'il y avait une manière un peu moins radicale et toxique, mine de rien, pour finir le roman graphique. Mais bon, je vais pas vous spoiler à la fin, forcément. J'aime bien cet univers un peu de magie illogique. Ça fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu loufoque de prime abord, mais en fait, ça a une logique qui est propre au livre. Et ça, j'aime bien. Franchement, c'était très sympa à lire. Je sais pas si je vous le conseillerais quand même parce que la fin m'a un peu déçue. Mais voilà. Ah, si, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, c'est que déjà il y a une double page qui est incroyable. Je vais essayer de la retrouver, que je trouve en bande dessinée brillante d'intelligence. Je vais vous la mettre. Oh, elle est où ? J'aurais dû mettre un post-it. Ah, je trouve vraiment que la double page est incroyable. Elle brise le 4e mur. Elle joue vraiment avec le fait que ça soit une bande dessinée. Et elle joue avec ce qu'il y a entre les cases, ce qu'il y a avec les lignes des cases même. Et je trouve ça vraiment brillant. Dommage que ça soit qu'une fois du coup dans le roman. Mais ça répond aussi un peu au thème du magicien qui distord un peu tout, qui peut distordre la réalité. Et là, il a distordu la bande dessinée qu'on a entre les mains. Et donc ça, j'ai été vraiment soufflée par cette audace et c'était vraiment très bien. Par contre, en termes aussi de bande dessinée, alors là, je sais pas si je vais le retrouver maintenant, mais c'est pas la première fois que je le vois en bande dessinée. Il y a quelques fois où je suis un peu perdue dans l'espace de ce qui se passe dans l'intrigue, parce qu'il brise la règle des 180 degrés. Alors je sais que c'est une notion de cinéma à la base, la règle des 180 degrés, mais je trouve que ça s'applique quand même assez bien à la bande dessinée, parce qu'au final c'est une succession de plans avec différentes échelles de plans, et avec une sorte de caméra imaginaire qu'on place à tel ou tel endroit par rapport au personnage, au décor, etc. Et juste c'est fixe, c'est une bande dessinée, c'est une illustration, donc c'est fixe, mais on retrouve la notion de plan quand même. Et au cinéma, il y a une règle qui est la règle des 180 degrés qui dit que quand on filme 2 personnes qui parlent l'une avec l'autre, il faut tracer une ligne imaginaire entre les deux. Et il faut que quand on fait un champ contre champ, on filme une personne puis on filme l'autre personne, il ne faut pas dépasser cette ligne imaginaire-là. Si vous filmez, par exemple, si là il y a une personne et là moi je suis là, si vous tracez la ligne et que la caméra elle vient là pour filmer personnage 1,
puis que pour me filmer, elle traverse la ligne et elle me filme moi, et le spectateur il va être complètement perdu dans l'espace. Et je retrouve ça des fois en BD et je trouve ça dommage du coup parce que c'est une règle très connue de cinéma et je trouve ça dommage de pas s'inspirer des règles du cinéma pour faire ses plans de bande dessinée. Mais sinon, sympa comme bande dessinée, sympathique, et très, très jolie, encore une fois la couverture est magnifique. Prochain livre, donc c'est encore une bande dessinée, c'est Ookie de Myriam Bonastre. C'est issu d'un webtoon, encore une fois, comme L'Or Olympus. Et c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont sorciers issus d'une prestigieuse lignée de sorciers et qui, le jour d'aller à l'école, pour leur premier jour à l'école des sorciers, ils ratent le bus pour y aller, sauf qu'ils ne peuvent pas y retourner parce que l'école, elle est secrète. Donc, ils ne peuvent pas juste aller à leur école à pied. Et du coup, c'est le début d'une grande aventure pour eux. Et j'ai été un peu déçue. Alors j'aime beaucoup même les illustrations de Myriam Bonastre. Son Instagram, elle en met plein sur Instagram et c'est magnifique. J'aime beaucoup comment elle fait les persos. Il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de ces illustrations que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez le voir à la couverture déjà, que je trouve magnifique. Mais c'est très... je m'attendais pas à ce que ça soit autant enfantin et autant naïf. Il y a des fois... ça retombe, il y a quelques fulgurances dans ce tome 1 où je pressens qu'il y a quelque chose de sombre derrière, de profond et qui va pas forcément bien se passer. Mais sinon, c'est super enfantin, le rythme est assez rapide en plus. Et du coup, j'ai été un peu déçue, surtout après L'Or Olympus, dont j'avais parlé dans le Chili Chat numéro 1, qui est aussi issu d'un webtoon, et pour le coup, qui aborde des thèmes vraiment difficiles. Donc si vous voulez juste passer du bon temps à lire un livre sans vous prendre la tête, ou c'est nickel. Ou pour les enfants, c'est très très bien aussi. À voir comment ça va évoluer pour le tome 2. Je le lirai par curiosité, je pense. Voilà. Alors là, on va parler de mon coup de cœur lecture depuis... encore une fois, L'Or Olympus. Mais vous allez en avoir marre que je vous en parle. Mais coup de cœur de ces grandes vacances, je m'y attendais pas du tout. Ça fait très longtemps que j'entends parler de cette saga. C'est la saga de La Passe-Miroir chez Gallimard Jeunesse de Christelle Dabo. Ou Dabos peut-être, je ne sais pas. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc Les Fiancés de l'hiver et Les Disparus du clair de lune. Vous voyez que j'ai des bons gros livres, même si c'est écrit un peu gros dedans, c'est quand même conséquent. Il y en a 4 qui sont sortis et la saga est terminée avec 4. Déjà, très contente de pas avoir commencé la saga à l'époque où c'est sorti et d'avoir eu... à attendre 2 ans entre chaque tome parce que ça aurait été vraiment insoutenable. Donc là, la saga est terminée et très contente de l'avoir commencé maintenant. J'ai lu les 2 premiers tomes. Du coup, globalement, l'histoire, c'est l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune fille un peu maladroite qui vit sur une arche qui s'appelle Anima. Donc l'arche, en fait, c'est parce que le monde il a été fractionné en plusieurs morceaux et du coup, les gens ils vivent sur différentes arches. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et en fait, avec les différentes arches, ils ont différents pouvoirs. Et elle, son pouvoir, c'est de lire le passé des objets avec ses mains et en plus de traverser les miroirs. Donc, d'où la passe-miroir. Et en fait, elle va être fiancée de force par les doyennes de son arche à un mec qui s'appelle Thorn et qui vit dans une arche polaire à la cour. Bon, voilà. Le résumé... Très honnêtement, comme ça, paraît très bateau. On a l'impression d'avoir lu ce livre ou vu même ce film adapté 50 000 fois, mais il faut vraiment, vraiment pas s'y fier parce que la richesse de cette saga-là, enfin, pour l'instant, j'ai lu 2 tomes du coup, mais la richesse de cette saga-là, c'est vraiment sa complexité d'univers et la richesse de son univers et l'imaginaire de l'auteur, tout ce qu'elle a mis dans tellement de détails tellement de détails dans ce livre. Par exemple, dans le tome 1, elle dit
que les objets d'Anima, ils se réparent mieux quand ils se sentent, parce qu'ils se réparent tout seuls, ils se réparent mieux quand ils se sentent utiles. Donc par exemple, si Ophélie elle casse ses lunettes, et si elle met ses lunettes sur elle-même, qu'elle les porte alors qu'elles sont cassées, et ces lunettes vont se dire qu'elles sont utiles et du coup vont se réparer plus vite. Et c'est plein de petits détails comme ça, plus aussi la construction de ce monde-là, que je vous ai dit, divisé en arches, etc., qui fait que le roman est incroyable. Donc là, j'ai lu le tome 1 et je trouve que c'est un beau mélange entre du Ghibli avec le château ambulant et le château dans le ciel, et aussi avec un mix d'Harry Potter. Et j'ai un peu l'impression que Ophélie, de par le fait qu'elle soit un peu maladroite, un peu marginale, etc., on dirait un peu une Sansa Stark de Game of Thrones qui va vers le sud, sauf que là c'est l'inverse, elle va vers le nord et elle va vers la cour et vers tous les fastes de la cour forcément. Et donc j'ai eu un peu cette sensation-là de voir une Sansa qui au fur et à mesure comprend comment ça marche autour d'elle, etc. Et qui est un peu perdue quand même. Et voilà, non franchement le premier tome était très très bien et j'ai adoré le second tome, je l'ai dévoré mais comme rarement. Vraiment, ça fait très longtemps que j'avais pas autant lu, et autant lu d'un coup, et autant dévoré un tome. Et vraiment, puis il fait 500 pages, oui c'est ça, 540 pages. Non, franchement, beaucoup plus policier, celui-là, avec vraiment des personnages très hauts en couleur. C'est vraiment la force de l'auteur, hein. C'est vraiment l'imagination pure qu'elle a et comment elle a agencé tout ça dans son livre. Et moi, j'ai commencé le tome 3. Et j'ai lu une 60aine de pages un peu et j'ai trouvé un point un peu calme pour m'arrêter, pour reprendre la saga après, pour quand j'aurai un peu le temps de me replonger dedans, parce que j'aimerais bien avoir 5 jours devant moi, une petite semaine de vacances pour lire les 2 tomes qui restent, parce que la fin du tome 4 la fin du tome 2 m'a achevé et je vous dis rien, mais ça m'a déchiré, du coup, il fallait absolument que j'enchaîne sur le tome 3. Et du coup, ouais, je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 3 et 4. Là, j'ai une petite pause. Une pause s'impose, mais non, c'était incroyable. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais personnellement, avec mes coups de cœur en littérature seulement, que ce soit des romans ou des BD ou autres, quand j'ai un univers qui me parle vraiment et dans lequel j'ai vraiment envie de me plonger, et je ressens, une fois que j'ai fini de lire, une certaine nostalgie. Ça m'a fait ça avec l'Or Olympus il n'y a pas longtemps, ça m'a fait ça là avec cette saga-là aussi. Et franchement, je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être parce que la littérature, c'est plus intime, c'est l'auteur qui nous parle indirectement par les personnages, mais on s'imagine beaucoup plus de choses dans nos têtes que si c'était un film où les images sont données directement. En même temps, en bande dessinée, on nous montre les images aussi. Je sais pas. Peut-être parce qu'on lit tout seul, tout simplement, alors que les films, les séries, moi, je les regarde avec mon copain la plupart du temps. Et non, une vraie nostalgie. Je suis pas bien après, des fois, après avoir lu des livres comme ça. Et en même temps, c'est trop riche, quoi. C'est incroyable. Non, franchement, allez-y, les yeux fermés sur cette saga-là. Et elle est dispo en version poche aussi, si ça vous convient mieux. Il y a aussi la version poche, 4 tomes. Allez-y, les yeux fermés. Alors, pendant les grandes vacances, j'ai pas chômé en termes de crochet. J'ai eu pas mal de cadeaux, du coup je les ai pas spécialement dans les mains, mais j'ai pris des vidéos en amont, vous allez voir. J'ai crocheté Émilie des noces funèbres pour une amie. Donc là, c'était vraiment le patron le plus compliqué que j'ai eu à faire. C'était vraiment une petite poupée. Il fallait faire un coup solide pour que sa tête elle tombe pas, forcément. Les cheveux, la traîne, machin, tout était assez complexe, mais je suis très très contente du résultat. La personne à qui je l'ai offerte était très contente aussi, donc ça c'est super. J'ai fait aussi
des sous-verres de sous-verres de verre et en forme de fruits. Et pareil, c'était très sympa à faire. C'était beaucoup plus tranquille, hein, parce que c'est vraiment tout le même. Je sais plus combien j'en ai fait, 6 ou 9. C'est à chaque fois 9 fois la même chose, hein, le même patron avec des couleurs différentes. Mais non, ça c'était très sympa à faire aussi. Pour l'anniversaire de ma sœur, d'une de mes sœurs la plus âgée, je lui ai fait un petit dragon rouge. Ça aussi, c'était pas mal difficile à faire, mais je suis très contente de l'avoir fini avec 2 porte-clés, un Appa et un Momo de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Et je trouve qu'il rentre trop bien. Je suis très contente de moi. Non, et elle était très contente aussi de son cadeau, donc ça c'est super, c'est le principal. J'ai aussi crocheté un petit marque-page en forme de chapeau, comme ça, à mettre dans les livres, pour marquer les pages, hein, voilà, c'est un marque-page, je vous explique pas le concept, mais voilà, un petit marque-page chapeau sorcière, tout facile à faire, tout vraiment pour me changer les idées un peu des gros projets dont je viens de vous parler en crochet, juste en une soirée c'est fini, c'est fait, et voilà, et puis je manquais de marque-page, donc c'était bien. Et aussi, alors pour le coup je l'ai parce que je ne l'ai pas encore offert, j'ai fait un petit canard pour mes grands-parents. Voilà, ils font une collection de canards, vous savez, les gens qui collectionnent les trucs, des petits canards en verre, en bois, en 50 000 trucs. Et du coup, là, je leur ai fait un petit canard en crochet. Voilà, donc je le trouve tout pipou, et pareil, je l'ai fait. Là, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, celui-là. Vraiment, c'est le dernier projet que j'ai fini. Donc j'en suis bien contente aussi. J'espère que ça leur plaira. Je sais pas si vous avez remarqué dans le décor, mais j'ai mis ceci qui est en fait un puzzle, méca puzzle, que c'est pas du tout une sponsor, hein, c'est vraiment juste parce que j'aime bien. Donc c'est un site qui fait plein de puzzles différents, des petits cales-livres comme ça, et puis il y a plein d'autres trucs. Et en fait, il vous donne un kit. Attendez, comment je l'ouvre ? Ah, par là. Il vous donne un kit, donc c'est en bois. Je sais qu'il en existe en plastique aussi, d'autres marques, mais je trouve ça dommage que ça soit en plastique. C'est un kit en bois, donc là, forcément, il y a plus rien vu que j'ai tout utilisé pour le cale-livre en bois. Mais voilà, vous avez plein de pièces comme ça qui vous sont envoyées. Et vous avez bien sûr une notice qui explique tout. Hop. Voilà, donc ils ont plein de modèles différents de cale-livres et d'autres trucs, hein, bien sûr. Moi, je trouvais ça super relaxant à faire. J'aime bien les activités manuelles, comme vous avez dû le comprendre au fur et à mesure. Voilà, c'est expliqué. C'est en anglais, mais il y a très peu de choses qui sont écrites en anglais au final dedans, donc c'est très compréhensible facilement. Faut juste pas se tromper, parce qu'une fois que vous vous êtes trompé et que c'est collé, c'est fini. Mais bon, moi j'ai rattrapé quelques fleurs de cerisier comme ça, où je les ai repeints après en les décollant. Mais bon, je m'étais trompée, mais au fur et à mesure, on comprend la logique des différentes instructions, et je trouve ça super sympa à faire. Moi, j'en rachèterais forcément des cales-livres. Attendez, j'aime trop les livres. Il y a des cales-livres à faire. Je vais faire des cales-livres. C'est aussi. Je fais des marque-pages et des cales-livres. Et non, franchement, c'était super sympa à faire. J'ai vu que certains d'entre vous connaissaient déjà sur Instagram, parce que j'avais partagé ça sur Instagram. Je trouvais ça rigolo qu'il y en ait qui aient le même modèle que moi. Et donc voilà, maintenant, il sera dans le décor. Et oui, c'est électrique. Du coup, vous pouvez appuyer là. Et ça s'éteint et ça s'allume. Hop. Et toute dernière chose dont je vais vous parler, parce que là, le Chili Chat, ça sera peut-être le plus grand que j'ai fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire là sur les derniers mois. C'est que j'ai commandé chez une illustratrice suisse qui s'appelle Hélène Bûcher ou Butcher, je sais pas comment on dit, et qui fait des casquettes. Donc des casquettes, hop, des casquettes chat comme ça.
Des casquettes. Alors, elle m'a fait fondre. C'était vraiment mon coup de cœur. Des casquettes vaches comme ça, qui étaient très pratiques pour cet été. Du coup, en plus, elles sont en velours côtelé. Au passage, du coup, de ces 2 casquettes, je lui ai acheté une illustration que j'avais screenshotée depuis très longtemps dans mon téléphone, plusieurs fois en plus, qui est une illustration de Link. Et j'aime énormément son style, très simple. Il n'y a pas de ligne, on dirait. Elle fait même du papier découpé maintenant. Il n'y a pas de ligne de contour. Du coup, c'est très doux. C'est des formes très simples et c'est très texturé. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur la lumière et les textures et les couleurs. Et moi, je trouve que c'est vraiment d'une simplicité et d'une beauté remarquable. Donc vraiment, je lui ai pris ça. Et franchement, allez visiter son Instagram et elle fait de temps en temps, elle ouvre son shop. Donc j'ai guetté pour voir quand son shop allait ouvrir. Donc non, franchement, allez-y, c'est très joli. On arrive à la fin de ce Chili Chat numéro 3. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, parce que ça doit durer pas mal de temps, je pense. J'aurais voulu faire ce Chili Chat plus tôt, mais je voulais sortir ma vidéo sur la timidité rapidement. Ensuite, il y a eu aussi la chaîne secondaire avec toutes les bandes rythmo à mettre dessus, puis le challenge de doublage à organiser, puis pour faire le montage. Ça s'est un peu enchaîné et du coup, j'ai pas pu enregistrer ce Chili Chat là, donc je le fais maintenant. C'est pour ça que là, je parle de pas mal de trucs différents. C'est parce que j'ai pas eu le temps de... ça s'accumule au fur et à mesure et comme j'ai envie de vous en parler, ça fait juste des vidéos plus longues, hein, c'est pas très grave. Mais il y a encore plein de trucs dont je veux vous parler et que j'ai pas dit là, donc je pense que le prochain, il arrivera dans pas trop longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Dites-moi, vous, ce que vous avez découvert ces derniers mois, ce que vous avez aimé, moins aimé, que ce soit en jeux vidéo, en livre, en film, en série, en animé, en plein de trucs. Et vous pouvez aussi réagir, me dire ce que vous avez pensé des trucs dont j'ai parlé aussi dans la vidéo, si vous avez vu Demon Slayer ou pas, etc. Et ce sera un plaisir de vous lire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt.